Salut Thomas, merci d'être là pour parler de ton travail aujourd'hui. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on va se dire, je pense qu'on va faire un petit point sur ton parcours et ensuite se concentrer sur la partie chef animateur sur la série Les Cahiers d'Esther. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots, quoi? Qu'est-ce que tu as fait comme étude, comme parcours pour te mener ici? J'ai fait l'MK, euh, la première promo en 3 ans, donc quand il y avait la toute première filière 3D, 2D. J'ai fait Hmm. la filière 3D parce que c'était à l'époque où on pensait qu'il y aurait quasiment plus de 2D en France, donc on m'avait Ouais. fortement conseillé de prendre la filière 3D. Et du coup, après ça, j'ai fait 8 mois, presque un an en tant que généraliste 3D après l'école. Et moi, ça me plaisait bien d'être généraliste 3D, mais c'est vrai que dans l'industrie, généraliste, c'était assez rare. On aime bien les gens très spécialisés. Donc, Ouais. j'ai trouvé surtout du boulot après en tant qu'opérateur compositing pendant à peu près 2 ans. Et un jour, je trouvais pas de boulot sur Valence. Et une amie m'a dit, bah tiens, nous, on cherche des animateurs sur telle prod. Est-ce que ça te dit? Moi, j'avais pas animé depuis l'MK. Et je me dis, bah pourquoi pas, quoi. Enfin, ça me plaisait déjà à l'époque. Donc voilà, j'ai recommencé à animer un petit peu comme ça par hasard et ça m'a bien plu et j'ai fait d'autres prods derrière et puis à un moment je suis tombé à Folimage et m'ont demandé si je voulais être lead sur une série et de fil en aiguille je suis arrivé chef animateur sur les Cahiers d'Esther. Ok. Donc ça veut dire que comment dire ça, t'as d'abord été sur une prod en tant qu'animateur à Folimage avant d'arriver chef, ou c'était juste que t'as été pris chef parce que t'avais fait d'autres prods avant, ou t'avais été repéré, ou des trucs comme ça? Non, en fait, alors Folimage, ils cherchaient des animateurs qui faisaient un style un petit peu plus cartoons parce qu'ils avaient ils avaient une prestation, enfin, ils étaient prestataires de Xylam pour la série Uber et Takako, et assez éloignés de ce qu'eux, ils ont l'habitude de faire en interne. Donc, ils cherchaient des profils un peu plus cartoon, un peu plus squash and stretch et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler. Donc là, j'étais vraiment juste animateur Ouais. pendant toute la prod. Et ensuite, ils cherchaient des gens qui étaient formés sur Toon Boom pour une série réalisée par Haruna Kikishi qui s'appelait Miru Miru. Et Mhm. du coup, j'ai passé le test et en fait, ils ont bien aimé le test et ils m'ont demandé si je voulais être lead animateur. Donc, c'était pas chef animateur, c'était lead. Donc, j'étais là pour soutenir un petit peu le travail du chef animateur qui s'appelait Julien Allard. Lui se cherchait vraiment toute la partie un petit peu brief avec la réalisatrice, des checks d'épisodes, enfin toute la partie un peu technique. Et moi, je m'occupais un petit peu d'une petite équipe donc, ce que je faisais, c'était je répartissais un petit peu les plans au sein de l'équipe, je donnais un petit peu les instructions de direction, d'animation, etc. Et je faisais une toute première étape de check anime, quoi. Ouais, mais vraiment D'accord. le truc le plus basique, les choses qui me semblaient le plus évident. Et en parallèle de ça, j'avais quand même des plans animés, c'est-à-dire que j'étais pas 100% sur du check ou sur de la gestion d'équipe. Ouais. J'avais aussi des quotas, j'avais aussi un certain nombre de plans animés, alors des quotas un peu plus bas que les autres animateurs et animatrices. Mais voilà. Et du coup, ça s'est bien passé. Du coup, j'ai bossé sur une autre série de Folimage qui s'appelait Ariol, c'était la saison 2, Mhm. donc réalisée par Hélène Frieren. Et là, j'étais au début juste en tant qu'animateur et à peu près vers le milieu de la prod, les deux chefs animateurs et animatrices, c'était Laetitia Dupont et Gaël Rousseau. Ils avaient besoin un peu de renfort, donc ils m'ont embauché en tant que lead, enfin en tant qu'assistant chef animateur. Et Ouais. là, en revanche, sur cette prod, je faisais vraiment que du check, donc du check de retech, du check d'animation et un tout petit peu de marche et de course de référence. Et c'était vraiment un travail de tableau où tu regardes des pages et des pages de plans et tu notes chaque retake dans les cases et tout. Donc voilà, c'était un petit peu formateur. Et l'un des réalisateurs de Folimage qui était en train de préparer sa série, c'était l'adaptation des Cahiers d'Esther, donc de Riyad Satouf. Il m'a contacté, en fait, il m'a dit, moi, j'aimerais bien te prendre en tant que chef anime. On a besoin de faire un test pour l'envoyer à Riyad pour voir si il veut bien faire le projet avec Folimage.
Est-ce Ouais. que ça te dit de faire le test et ensuite tu prendras le relais sur le fait de diriger un petit peu toute l'animation de la série. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. C'était mon vrai premier job de chef animateur Ok. euh, au sein de Solimage. Mais moi, il y a un truc une nuance que j'avais pas forcément en tête, c'est apparemment c'est deux rôles différents, le lead et le superviseur. Je pensais que c'était juste la même chose. Alors, en fait, ça dépend. En fait, moi, lead, tel que je le perçois, c'est un peu un terme fourre-tout. C'est un rôle qui est en dessous de chef animateur. Ouais. Mais là, tu vois, là, les deux prods que j'ai fait, j'ai été embauché en tant que lead animateur, mais je faisais un travail complètement différent, quoi. Donc, Ouais. en français, je pense qu'on dans l'intitulé du contrat, ça doit être juste noté en tant qu'assistant chef animateur Mhm. et pas lead. Voilà. C'est assez différent selon les prods. Moi, j'ai eu aussi un assistant chef animateur sur l'une des saisons, sur les deux suivants, enfin les deux saisons des Cahiers d'Esther, la 2 et la 3. Et pareil, il n'avait pas du tout le même rôle que ce que moi j'ai pu avoir sur les autres prods. Donc, je suppose que c'est assez Ça fluctue, quoi. flexible, on va Ouais. dire. Ok. Assez flexible. Parce que pour expliquer un petit peu le rôle de la personne qui supervise ou qui est chef, etc., c'est que les équipes d'animation sont pas lâchées comme ça avec pas de directive. Il y a des dossiers qui permettent de dire faites les choses de telle façon. Ensuite, toi, tu vérifies derrière si c'est Ouais. fait en cohérence avec ça. Des choses comme ça. Alors voilà, en fait, ça dépend vraiment beaucoup du type de projet qu'on va avoir. Moi, c'est que mon expérience, elle se fait surtout sur des prods en série, cut-out. Ça peut vraiment changer selon le type de projet et tout ça. Mhm. Mais ouais, un chef animateur pour une série va déjà généralement monter un petit dossier explicatif pour ses animateurs et animatrices pour expliquer un petit peu la nature du projet, présenter un petit peu les designs. On peut avoir aussi des turnarounds et tout ça. On va avoir peut-être quelques pages avec des expressions faciales, ce genre de choses qui sont généralement faites en amont par le design. Ouais. Et aussi, il peut lui expliquer un petit peu le style d'animation qu'il aimerait voir dans la série, quoi. Est-ce que c'est quelque chose de très pose-to-pose? Est-ce que c'est quelque chose de très squash and stretch? Est-ce que c'est un peu snappy? Donc Ouais. voilà, c'est plein de petites directions comme ça qui va expliquer est-ce qu'on anime au pas de 2 ou au pas de 3, qu'est-ce qui est autorisé de faire. Moi, c'est ce que j'avais monté un petit peu pour les cahiers d'Esther, surtout sur la saison 2 et 3. Mhm. Donc, il y avait une partie du dossier qui était vraiment concentrée sur tout l'aspect un peu technique de Toon Boom, donc les outils qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire avec les outils, ne pas faire un trait avec le pinceau et ne pas remplir avec le crayon, par exemple. Tu vois, c'est ce Ouais. genre de truc. Parce qu'on se retrouve avec des soucis avec le compositing, avec la colo qui passe derrière, enfin bref. Voilà, c'est tout un tas de petites règles à respecter. Il y avait aussi eu pas mal, enfin, je développais beaucoup le style d'animation. Donc ça, c'est quelque chose qui se décide en amont avec les réals. Donc là, sur la série des Cahiers d'Esther, les réals, c'était Mathias Varin et Mhm. Riyad Satouf. Et on a fait une toute première réunion au tout début de la première saison où Riyad, lui, nous a expliqué un petit peu le style d'anime qu'il aimait bien et ce qu'il aimait pas trop. On s'est mis d'accord avec Mathias, avec le type d'animation qu'on veut, avec qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et après, moi, c'était à moi d'essayer de maintenir un petit peu ce cap tout le long de la prod, quoi. C'est vraiment regarder les plans et essayer de trouver une certaine cohérence sur l'ensemble des plans des animateurs et des animatrices. Ouais. Ça, c'est un truc Donc qu'on n'imagine voilà. pas forcément quand on connaît peu les métiers qu'il y a dans les studios d'animation. On a l'impression qu'il y a un peu des animateurs et qu'ensuite voilà, les choses se font par rapport au storyboard, aux choses qu'on a et tout. Alors qu'il y a vraiment ce côté cohérence parce qu'il y a tellement de choix possibles en fait. Les mains qui font des choses différentes. Enfin, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de choix. Et on s'en rend pas compte si on voit juste le final. On se dit oui, bah ça part là-dessus et puis voilà. Mais il y a tellement eu de trucs en amont, de décisions à prendre et tout. Est-ce qu'il y a eu par exemple je sais pas, des blocages, des trucs qui ont dû être surmontés pendant ce design-là pour passer de la BD à l'animation? Alors, entre moi et Mathias, on s'entendait assez bien et on était à peu près sur la même longueur d'onde. Après, c'est Ouais. vrai que en fait, on a fait assez vite des retours avec Riyad, hein. C'est-à-dire que dès les premiers plans qui étaient terminés, on lui a tout de suite envoyé.
pour que lui il nous dise ce qu'il aime pas, pour qu'on sache très vite vers où se diriger. Parce que c'est vrai Ouais, qu'avec des gens qui sont pas forcément du milieu, des auteurs, des autrices, des gens qui font plutôt de la BD ou de l'illustration et tout, c'est pas toujours évident de savoir, enfin que eux sachent exactement ce qu'ils veulent au fond d'eux. Du coup, c'est ouais, vrai que c'est plus un aller-retour comme ça. Et ça a mis, on va dire, quelques semaines pour qu'on soit à peu près tous d'accord. Et c'est vrai qu'une fois que lui, il a commencé à sentir que on avait compris ce qu'il voulait, il était beaucoup plus à l'aise et il nous a laissé relativement assez tranquille sur le reste de la prod, quoi. ok. Donc c'était un peu la grosse difficulté à surmonter, que nous on comprenne exactement vers où lui il voulait aller. Et une fois qu'on avait compris, c'est vrai que par exemple pour la saison 2 et la saison 3, j'ai quasiment jamais interagi avec Riyad parce qu'il savait qu'on savait ce qu'il voulait, quoi. Ouais, après ça restait sur la même lignée, j'imagine, Comment? tout le long, quoi. Ça restait sur la même lignée depuis la première Ouais, saison, exactement. Voilà, j'imagine. on a gardé un petit peu le même style d'animation. Il voulait que certains plans soient un petit peu plus animés, un petit peu plus proche d'anime tradi, par exemple. Mhm. Mais en dehors de ça, le style, il voulait que ça reste tel que ce qu'on avait défini. Donc, Ouais. c'était beaucoup plus simple. C'est vrai qu'il y a des choses comme des choses un peu qui semblent basiques quelque part, mais qui doivent aussi demander une décision. Le fait que le personnage se retourne, comment est-ce que c'est décomposé? Est-ce qu'on a trois images? Ce genre de choses-là. Donc ça, il y a le côté mise Ouais, en bah, volume aussi. Ouais. ouais, c'était un truc qui revenait pas mal dans ses retours et les retakes. C'est vrai qu'en animation, quand on fait tourner la tête à un personnage, on va toujours avoir une clé, enfin, on va toujours essayer d'avoir quelque chose un petit peu plus sensible. On va avoir une clé généralement basse, où le personnage a les yeux fermés, où il va peut-être pencher un petit peu la tête vers l'avant, pour essayer d'avoir une continuité de mouvement un peu plus fluide et naturelle. Donc un truc un peu comme ça, tu vas fermer les Ouais. yeux et tu vas tourner la tête. Voilà, ça marche bien, tu peux le faire en 5-6 poses et ça marche nickel. C'est vrai que ça, c'est un truc que Ria n'aimait pas du tout. Du coup, on est parti vraiment sur un turn pas robotique, mais un petit peu un peu plus souple, un peu plus mou, et pas avec de blink dans le mouvement et ce genre de choses. Donc Ouais. lui, il voulait vraiment un style, enfin, il appelait ça naturaliste. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'était un style assez découpé, pas trop cartoon, euh, où on privilégie un petit peu des poses assez bien senties Mm. plutôt que faire des animations très punchy, très dynamiques, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qui s'est mis en place une fois que les animateurs, les animatrices étaient là, euh, les premiers retours. Après, c'est vrai qu'en tant que chef animateur, il va y avoir toujours une sorte de petite période, on va dire entre 2 semaines et parfois plusieurs mois, où on est amené à faire, par exemple, des marches ref, des courses ref, de temps en Ouais. temps même des blinks, des expressions, parfois des changements d'expressions qui risquent de revenir souvent, ce qu'on appelle des tapes, donc vraiment une sorte de blink et une réaction qui est assez typique de certaines séries un peu cartoon. On prépare généralement tout ça en amont pour faire gagner du temps ensuite Ouais. aux, aux techniciens et, et qu'ils puissent aller piocher régulièrement dans des banques des choses qui sont déjà en plus validées par moi, validées par le réalisateur, la réalisatrice. Et, euh, et ça, c'est un travail ouais, assez important en amont avant que tout le monde arrive sur la prod. Ouais. Et donc ça veut dire que ça se rapproche. Enfin, on peut pas faire ça en anime 2D tradi, mais on peut le faire en Puppet et on peut le Ouais, faire en 3D. Donc on avait déjà parlé un c'est petit peu de vraiment un ça sur le truc. côté 3D. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est vraiment un truc. Alors en 3D, je sais pas comment ça se passe parce que moi, j'ai été que généraliste 3D sur une seule prod, donc Ouais, bah, je je crois que c'est connais un peu pas ça. trop. Je sais pas s'ils bankent des animes ou ce genre de Je crois que choses. c'était ça, Je ouais. sais en T'avais des Get-Out, courses, des ouais, courses, des marches, et ensuite ouais, on les reprenait telles quelles pour les déformer. Sur la série Idéfix, ils avaient expliqué ça, et sur le film Scoob aussi, il avait expliqué ça. Donc d'accord, il y a, d'accord. c'est un peu la même chose, mais c'est vrai que c'est un peu c'est la souplesse qui manque en 2D tradi, quoi. Donc même par exemple dans notre app Calipeg, on nous demande est-ce qu'on aura un jour des bibliothèques, des trucs. Forcément en pixel, c'est un peu plus tendu de faire ça. Mais oui, ça veut dire ils vont récupérer directement ce que tu as fait et éventuellement ensuite le travailler pour qu'il soit en cohérence avec le reste de leur pause.
C'est exactement ça. Ouais. C'est en fonction du plan, une marche, si on veut qu'elle soit à caractère, on peut rajouter certaines clés, on peut rajouter un peu de poids, on peut pencher un peu le tronc du personnage, etc. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a une marche de base, en fait, c'est pas forcément un truc très compliqué, une marche, mais ça peut prendre, pour qu'elle soit bien fluide, etc., ça peut prendre parfois beaucoup de temps. Hmm. Et ce temps-là qu'on gagne à le faire en amont, c'est du temps que les animateurs et les animatrices vont pas perdre dans la prod. Ouais. On est parfois sur des quotas assez lourds. Et du coup, c'est toujours un gain de temps de passer plus de temps en amont pour préparer ces choses-là et pour pas avoir 50, enfin pas 50, mais on va dire 15 animateurs ou animatrices qui refont toutes leurs marches tous les jours sur chaque plan, etc. Ouais. Et Donc c'était voilà. quoi les quotas sur la série? Est-ce qu'ils ont été toujours les mêmes? Est-ce que ça a évolué d'une saison à une autre par rapport à ce qu'on a vu avant? Euh, Non, on était autour de 7 secondes et quelques, entre 7 et 8 secondes. Ça dépendait un peu beaucoup des séries. Enfin, en tout cas, sur Esther, on était ça sur 7 et 8 secondes. C'est vrai que, par exemple, sur Miro, on était presque à 10 secondes, il me semble. Mais Ok. c'était du pas de 3. Ouais. Et c'était quelque chose de très, très cut, très post-pause. La réalisatrice, elle était japonaise et du coup, elle voulait quelque chose de vraiment très dynamique, très cut par moment. Donc, c'est vrai que dans pas mal de plans, c'était pas irréalisable de faire 9 secondes par jour. Ouais, Ouais. Bah, c'est vrai que c'est à mettre en contexte avec le type d'animation, le ouais, c'est médium, ça, ouais. etc. En anime C'est 3D, ça. c'est juste pas possible, mais en peut-être en 3D, il y a des choses où ça peut aller plus vite aussi. Puis Mais c'est en vrai que, par série, il y exemple, a souvent pas les mêmes exigences que sur un long ouais, métrage, où il y a plus de temps, donc ça joue forcément, quoi. c'est vrai que pour Esther, par exemple, là où on était obligé de beaucoup découper les mouvements, où les réalisateurs aimaient bien des mouvements assez fluides, assez smooth, avec pas mal de easy in, easy out. Hmm. Parfois, les quotas avaient l'air plus durs que sur des séries où les quotas sont plus élevés, mais où c'est plus rythmé, ce genre de Ouais. choses. Donc, ouais, c'est ça. Faut beaucoup remettre en contexte en fonction du style d'animation. Et ça, c'est un truc que je connais pas parce que je connais très peu le cut-out, donc le côté dessins qui sont déjà faits et qu'on va réutiliser, etc. À quel point il y a des nouveaux dessins à faire dans les séquences en fait? Est-ce que c'est vraiment que Eh la ben, réutilisation? c'est c'est pareil. C'est quelque chose qui est vraiment décidé en amont avec le réal et le chef animateur. Et selon la prod, selon le style graphique, etc., on décide, soit on fait une série cut-out ou sans redessin. Ouais, Donc Ariol, par exemple, c'était ça, il y avait quasiment jamais de redessin. Tout était pensé, les puppets étaient pensés, il y avait les banques étaient pensées pour que tout puisse être réutilisé tel quel sans avoir à redessiner. Et c'est vrai que c'est en termes de rythme de travail, ça allait assez vite, quoi, parce que ouais, tout est déjà là. Tu sais que, à part quelques exceptions près, t'as pas à redessiner et t'es pas en train de te prendre la tête. Ah, est-ce que pour cette main, il faut que je la redessine ou est-ce que j'utilise cette main qui est pas tout à fait bonne, mais ça peut faire l'affaire. Enfin voilà, tu c'est pas ce ouais. genre de questions. C'est vrai que pour Esther, nous, on avait un petit peu cette consigne de faire du cut-out, mais qui sent pas le cut-out. Ouais. Donc là, du coup, on est Un peu obligé de hybride. beaucoup redessiner. Beaucoup redessiner, ça veut dire que quand un personnage attrape un objet avec la main, il va falloir vraiment sentir que la main, elle se replie sur l'objet, donc il va y avoir plusieurs mains parfois redessinées. Les animateurs, les animatrices, ils font un petit rough de la main dans leur premier plan au posing, et après on valide un petit peu le design de la main, on valide un petit peu l'animation en elle-même. Donc et j'avais même certains animateurs animatrices qui faisaient parfois leur plan posing directement en rough anime, donc en tradi, Ouais. avec des poses assez espacées, donc pas un truc au pas de deux super smooth et tout ça, mais au moins pour montrer un petit peu la direction qu'ils allaient prendre. Et après, ils reprenaient le pantin et ils redécalquaient leur pose Oui, en d'accord. rough par-dessus le pantin. Et c'est vrai que du coup, l'aspect cut-out se ressent beaucoup moins parce que comme tu as pensé ton animation en tradi, il va y avoir tout un jeu de volume qui va être un petit peu modifié, classé, etc., que tu penses pas forcément à faire quand tu fais des cut-outs, quoi. C'est un petit peu, Ouais.
c'est l'un des écueils qu'on retrouve souvent dans les cutouts, c'est que les gens, quand ils penchent la tête, ben, ils penchent la tête comme ça, Ouais, quoi. voilà. Alors que quand ils penchent plus, voilà, Donc ça veut dire que les compétences aussi qui étaient recherchées pour cette prod-là sont différentes d'une prod comme Ariel, du coup, dans les bah ouais, bah, profils et si tout. tu veux, on peut parler un petit peu du recrutement et comment ça se passe, si tu veux. Ouais, Nous, généralement, il y a toujours une première sélection euh, qui se fait sur CV et bande démo. Et ouais, le CV, alors je pense que c'est plus le chargé ou la chargée de prod qui va regarder un peu le CV pour voir un peu l'expérience, si la personne a fait des écoles, si la personne a déjà une expérience professionnelle, etc. Et ensuite me le transmettait. Moi, je regardais surtout la bande démo. Et c'est vrai que là, par exemple, dans les bandes démo, moi, ce que je voyais souvent revenir, notamment chez les personnes un peu juniors, c'est que les gens veulent tout mettre dans leur bande démo. C'est-à-dire, il y a de la mm, 3D, il y a des décors, il y a de la tradi, il y a du cut-out. Si c'est un post pour du cut-out, je préfère avoir 20 ou 30 secondes de cut-out que 1 minute 30 de plein de choses différentes, quoi. mm. Vaut mieux toujours essayer de condenser et de prendre vraiment le meilleur de ce qu'on a fait, histoire de faire gagner un petit peu de temps à tout le monde, quoi. Ouais, Et du coup, une fois que je fais cette première étape de sélection, une fois que je me dis, bah tiens, telle personne, ça pourrait peut-être le faire et tout, on met généralement en place un test d'animation et qui se passe sur une journée. mhm, Et, du coup, la personne, elle est mise en situation dans un plan type avec les pantins tels qu'ils seront sur la série. Et ok, en fait, moi, ce que je regarde dans ce genre de situation, c'est j'essaie toujours de découper mon test en deux parties. Alors, une partie plus action et une partie plus acting. mhm, Et je préviens généralement les gens quand ils passent le test d'essayer de se concentrer surtout sur les parties où ils se sentent le plus à l'aise et le plus fort. Mon but, c'est pas que les gens aient tout fait, mais que ça soit tout mal fait. ouais, Je préfère qu'ils fassent que l'une des parties et que ça soit vraiment très bien. Comme ça, déjà, ça me permet de sélectionner un peu mes équipes, c'est-à-dire que je peux me dire, bah, tiens, telle personne, elle est beaucoup plus acting et telle autre personne, elle est beaucoup plus action. Je peux équilibrer un petit peu. Et la deuxième chose aussi que je regarde, c'est un petit peu la quantité de ce qu'ils ont réussi à faire en une journée pour évaluer si c'est des gens qui sont plutôt rapides, mais efficaces, mais qui vont pas forcément peaufiner, etc. Ou est-ce que c'est des gens qui sont peut-être un peu plus lents, mais qui vont être un petit peu plus sensibles ou qui vont parfois se prendre un petit peu la tête sur certaines choses pour les rendre un peu plus intéressantes. Et c'est très important. Je trouve que personnellement, c'est très important de faire des équipes, on va dire un petit peu hétéroclites comme ça. ouais, Avoir à la fois des gens qui sont forts en acting, des gens qui sont forts en action, et des gens qui sont peut-être un petit peu lents, mais qui sont capables de faire des choses un petit peu intéressantes, et des gens qui parfois sont très très rapides en termes de quota. Il y a des gens qui pouvaient faire peut-être pas le double de quota, mais en tout cas qui faisaient ouais, qui permettent vraiment de soutenir un petit peu justement tout ce truc de quota, etc., tout en faisant des choses très très bonnes, hein. Enfin, c'est toujours c'est bien, mais c'est juste que ça sera pas forcément aussi recherché que voilà. Donc j'essaie de constituer mes équipes un peu comme ça, et le test il me sert vraiment à ça, quoi. Il me sert vraiment à évaluer combien de types de personnes j'aurai dans mon équipe au final. Et ensuite, pour les cahiers d'Esther, moi, j'ai procédé par binôme, hein. Du coup, justement, les binômes étaient là un petit peu pour équilibrer les équipes. Chaque ouais, binôme avait un épisode à chaque fois. Et j'essayais d'avoir toujours au moins une personne rapide, une personne peut-être un peu plus lente, une personne un peu expérimentée, une personne peut-être un peu moins expérimentée. Et voilà, et c'est ce ok. genre de choses. Parce que c'est des épisodes courts, c'est ça, c'est 2 minutes. Autour d'1 minute 30, 2 minutes 30, selon Ouais, les épisodes. Donc ça fait, en moyenne, on était autour de 50 plans, entre 50 plans et 70 plans par épisode. Donc, et en moyenne, je crois qu'ils devaient mettre à peu près 2 semaines pour un épisode ok, fini, à l'anime, quoi. ouais, Donc c'est un bon rythme, quoi. voilà. À deux faire 70 plans finis, c'est-à-dire que c'est validé, retaké, tout ça, ben, c'est pas toujours Ouais, évident. Comme les FX sont très souvent faits en tradi sur les prod cutouts, parce que faire du cutout, enfin un FX en cutout, à part que peut-être des nuages ou ce genre de choses, c'est plus compliqué que de le faire directement en tradi. Du coup, ce qui arrive très souvent sur les prods, c'est que on aime bien, en tout cas moi j'aime bien sélectionner une ou deux personnes qui seront assignées à quasiment tous les FX de la série. Donc ça veut dire que ça va être des gens qui vont quand même
animés sur leur plan et tout, mais quand il y a un FX, je les mets sur le FX parce que je sais que j'aurai la même cohérence tout le long de la production, quoi. Comme c'est parfois un petit peu particulier les FX et comme c'est en tradi et que c'est assez organique, si le style change trop d'un épisode à l'autre ou d'un plan à l'autre, ça peut faire assez bizarre. Du coup, c'est bien pour avoir une cohérence globale d'avoir une ou deux personnes qui s'en occupent tout le long de la prod. Et généralement, on se met d'accord ensemble pour chaque type de FX, à quoi ça va censé ressembler, quoi. Comment l'eau, ça va ressembler, comment la fumée, ça va ressembler, etc. Donc c'est vrai que les FX aussi, là, je sais pas à quel point, enfin, quels sont les FX qu'il y a dans la série, parce que j'imagine qu'il n'y a pas d'explosion ou de trucs comme ça, quoi. Donc c'est plus de la pluie, des flaques, de Ouais, la voilà, flamme. va y avoir un petit peu de pluie, va y avoir un petit peu tout ce qui est FX de flaques quand un personnage marche dedans ou éclabousse. Ça peut être des FX de fumée aussi, ce genre de choses. Et puis parfois, il y a aussi peut-être des FX un petit peu juste graphiques, tu sais, quand un personnage est en train de se monter tout un film, etc. Que derrière, il y Ah a oui. un FX un peu angoissant derrière, etc. Donc voilà, c'est un peu tout ce genre de type de FX qu'on qu'on essaye de décider en amont et après on l'applique pour toute la prod, quoi. Ça veut dire que c'est toi aussi qui dispatche tous les plans. Tu te dis, il y a un épisode qui est comme ça, on va lancer le truc. Est-ce qu'il y a il y a plusieurs épisodes aussi qui se font en simultané, des choses comme ça? Ouais, bah alors du tout coup, moi sur la première saison, je crois que j'avais 12 animateurs et animatrices. Donc ça faisait 6 équipes. Donc à chaque fois, il y avait 6 épisodes Ok. euh, qui tournaient en même temps, quoi. Donc il fallait régulièrement, enfin il fallait que je check tous les jours à la fois l'avancée des gens, que je prévois en amont ce qu'on appelle les briefs. Donc le brief, c'est quand l'épisode a été validé, par exemple au storyboard et au design. C'est la discussion entre le réalisateur et le chef animateur pour savoir un peu les intentions et aussi pour voir si on garde les choses telles quelles ou si c'est trop compliqué. Je suis là aussi un petit peu pour parfois faire un peu, on va dire, des tampons. Si je vois qu'il y a un choix qui a été fait en amont au storyboard ou au design qui risque d'être trop compliqué ou trop lourd pour les animateurs et les animatrices, je suis là pour trouver une solution avec le réalisateur, qu'on se mette bien d'accord et qu'on trouve qu'il y a un compromis qui nous aille à tous les deux. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment pendant le brief où il y a ce genre de discussion, ce genre d'interaction. Et du coup, lui, il va me raconter un peu les intentions, il va me dire, bah tiens, là, je voulais que ça soit un petit peu où le personnage il est un petit peu plus expressif, peut-être un petit peu plus caricatural, sortir légèrement du ton de la série, mais juste pour ce truc-là. Donc voilà, ça, on en discute ensemble, on voit un petit peu, parfois, enfin, je mime énormément avec le réal, et comme Ouais. ça, lui, il voit un petit peu si c'est quelque chose qui lui plaît ou pas, etc. Il y a beaucoup de travail comme ça, visuel. Et ensuite, moi, je suis là pour retranscrire un petit peu cette discussion aux différentes personnes qui vont travailler sur l'épisode, quoi. Donc, il faut que je note généralement chaque plan, j'ai au moins 5 ou 6 lignes d'intention par plan. Ouais. Et ensuite, quand je distribue les plans, bah, je, je redistribue aussi toutes les intentions et je remime encore devant tous les gens. Voilà. Donc, ouais, c'est une étape assez importante, les briefs. Quand les animateurs et animatrices ils reçoivent un plan, ils ont généralement le brief de l'épisode, ils ont l'animatique, donc avec l'ensemble de l'épisode en storyboard. Et nous, notre processus sur Esther, sur les 3 saisons, était un peu particulier, parce que comme le style graphique de Riyad et Satouf est un petit peu particulier, enfin, il a vraiment un graphisme qui lui est propre. Il fallait qu'on ait des pauses de layout faites par des gens qui ont un peu une sensibilité de design et de graphisme un petit peu. Donc, Ouais. il y avait une étape de design qui était faite dans chaque plan en amont pour certaines poses. C'est-à-dire que un personnage qui va avoir des mains un peu particulières, pour qu'on sache exactement vers quel type de main partir, bah les designers, les designeuses faisaient cette main, faisaient cette pose,
et essayer de retrouver un peu le style. Alors souvent, c'était une pose, voire deux poses dans le plan, donc parfois des plans qui ont 100 frames, Ouais. c'était vraiment des indications de design. Donc nous, on avait ça dans le plan. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste le turn du personnage avec tous les props, etc., comme on voit souvent dans beaucoup de séries en cutout. On avait très souvent déjà le personnage mis en situation avec souvent une pose déjà en contexte. Si Esther était sur le canapé, par exemple, elle a déjà sa pose de base qu'elle a sur le canapé. Donc elle va peut-être être un petit peu penchée comme ça, les genoux repliés contre elle. On avait déjà une bonne base sur laquelle travailler. Ouais. Et ensuite, les, les, euh, les gens récupèrent ce plan et ils ont toutes les intentions et le storyboard sur lequel se baser pour ensuite faire leur plan, quoi. Ok. Et quels sont par exemple, des exemples que tu as en tête de qu'est-ce que tu leur fais comme retour une fois que tu reçois les plans? C'est surtout, enfin, il y a des côtés techniques, j'imagine, des côtés d'intention. C'était quoi un petit peu les choses qui revenaient, qui devaient être corrigées, par exemple, surtout Euh, au c'est- début, j'imagine? alors ça dépend un petit peu beaucoup de l'étape où on en est en prod. C'est vrai que moi j'aime bien passer beaucoup de temps, notamment en début de prod et aussi surtout beaucoup avec les juniors Hmm. euh, pour euh, pour bien expliquer à la fois le ton et le style graphique de la série, le style d'animation de la série, et aussi pour expliquer un peu tous les petits trucs et les astuces pour gagner du temps Ouais, quand on anime, parce que c'est vrai que c'est pas forcément des choses qui sont apprises dans toutes les écoles. Il y en a certaines qui le font, d'autres qui le font pas. Et du coup, les gens, quand ils arrivent dans un milieu professionnel, ils n'ont pas forcément une méthode claire et précise pour gagner du temps. Et c'est vrai que, par exemple, ce qui revient très très souvent chez les juniors, c'est de faire, par exemple, trop de pauses à l'étape de posing. Donc, on a toujours une étape de posing et une étape d'animation in between mhm, après. Et l'étape de posing, ça va vraiment un peu poser l'intention de l'animation et vraiment les poses clés de l'animation. Et ensuite, les intervalles sont là pour un petit peu terminer le mouvement, on va dire, entre guillemets. Et c'est vrai que quand quelque chose a déjà trop de pauses au début, ce qui revient souvent, bah, c'est qu'on a du mal à comprendre l'intention. Parfois, l'animateur ou l'animatrice ne sait même pas l'intention qu'elle voulait donner. Donc, ouais, c'est ce genre de choses qu'on voit avec. Voilà, genre, prends bien le temps de poser devant ton plan, commence pas à animer tout de suite, te demande qu'est-ce que je veux faire comme intention, quelle était l'intention de base, comment je peux le rendre intéressant, et ensuite comment avec le moins de pauses possible je peux découper ce mouvement, quoi. C'est quelque chose que je demande plutôt, mais c'est vrai que c'est plutôt pour les juniors. Par exemple, j'avais dans mon équipe des gens qui animent depuis 20 ans. Et du coup, de temps en temps, je leur disais, bah écoute, si tu sens bien le plan, si tu vois exactement où est-ce que tu veux partir et tu penses que tu vas t'en sortir, pars direct en mhm, animation, passe pas par la table de posing. Et je crois que j'ai jamais eu de souci par rapport à ça, quoi. ouais, Quand ce genre de profil faisait un truc directement animé, généralement c'était nickel dès le début, quoi. Et après, c'est vrai que bah, plus la production avance, moins on a de temps, on a moins de temps à passer avec les gens, on a moins de temps pour checker, on a moins de temps et tout. Donc ouais, là, c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué à la fois en termes de retour et à la fois en termes de choix de retouches. C'est-à-dire que parfois, ben, je vais être amené à me dire bon bah ça passe quoi, ouais. ça fait la blague, on va dire. Ouais, après Mais ça, ça, c'est c'est les vrai que productions, quoi, c'est obligatoire ouais, à c'est ça. certains Il y a un moments, moment ouais. où où on se dit ça pourrait être mieux, mais en même temps on n'a plus le temps et c'est déjà assez bien Ouais, comme ça pour qu'on le laisse comme ça, quoi. Dans des rares cas de figure, ça m'arrivait d'animer un petit peu. ouais, C'est très très rare et c'était souvent si un plan était pas compliqué dans le sens techniquement, mais compliqué dans le sens où on a beaucoup retouché un petit peu l'intention. On a fait beaucoup de retours aux gens qui bossaient dessus et ils ont fait des retakes et finalement c'était pas encore ça et on refait encore retour. Et quand je sens que la personne commence à fatiguer un peu sur le plan ouais, et que au bout d'un moment on n'a plus la vision de ce qu'on fait et de ce qu'on voulait faire, je prends le truc pour prendre un petit peu de recul et, euh, et j'anime. Et c'est aussi ce que faisait beaucoup mon assistant du coup Mathieu Richard sur les saisons 2 et 3. De temps en temps, je lui demandais aussi beaucoup de prendre des plans comme ça
pour avancer quand on sent que les gens s'enlisent un petit peu Ouais. dans dans les plans. Et est-ce qu'il y a des trucs aussi comme ça alors, je crois que c'était Mathilde Latière qui avait parlé de ce truc-là de quand tu supervises, tu dois aussi connaître ton équipe assez pour voir si il y a quelqu'un qui peut prendre un peu plus, qui peut, ou alors qui doit alléger son boulot parce que quelque chose se passe ou des choses comme ça. Sur le côté humain de la gestion d'équipe, est-ce que tu as des choses à dire un petit peu par rapport à ça? Bah le côté humain, c'est plus de temps en temps, je pense, c'est assez important de sentir quand les gens commencent à fatiguer physiquement ou émotionnellement Ouais. et de se dire bah tiens, je vais donner surtout vers le milieu fin de prod, j'essaie toujours de donner un épisode peut-être un peu compliqué et entrecoupé par un épisode un petit peu plus simple. Mais quand Mm. je vois qu'une équipe est vraiment fatiguée et que il va rester trois, quatre épisodes, de temps en temps, je me dis bah allez, je vais essayer de trouver des épisodes vraiment simples jusqu'à la fin de la prod pour pas les exténuer, etc. Enfin, même s'ils étaient déjà exténués, parce que c'est vraiment fatigant une prod, Ouais. surtout ce genre de prod qui sont peut-être pas forcément longues dans le temps, mais qui sont toujours un petit peu intenses, quoi. C'est un rythme à Mm. prendre, et c'est vrai que voilà, il y a vraiment des profils assez différents chez les gens. C'est assez marrant. Il y a des gens qui commencent vraiment sur les chapeaux de roue, qui sont très rapides, ils comprennent très très vite euh, le style, etc. Et qui parfois, bon, bah, fatiguent un petit peu plus sur le long terme, sur la Ouais. durée, ou qui vont commencer à s'ennuyer un petit peu, qui vont commencer à chercher un petit peu moins d'idées, etc. Et puis il y a des gens qui sont peut-être un peu plus longs à comprendre, avec qui il faut passer plus de temps en amont, et qui, au fur et à mesure que ils progressent, prennent de plus en plus de plaisir et deviennent presque plus efficaces en fin de prod qu'en début de prod. Donc ça, il y a vraiment Ouais. des profils complètement différents. Après, ça, tu peux pas tellement le prévoir si t'as pas déjà travaillé avec les gens en amont, quoi. Ouais, C'est c'est sûr. plus après qu'est-ce que tu donnes aux gens sur le moment, quel type de plan et quel type d'épisode tu donnes aux gens sur le moment en fonction de leur situation. Et puis c'est ça aussi, c'est qu'on a une vie à côté. De temps en temps, il y a des gens qui ont des soucis personnels, etc. Alors c'est souvent une discussion qui se fait entre nous. Est-ce que les gens veulent prendre des jours pour se reposer? Mhm. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. La plupart des gens veulent continuer à travailler. Mais du coup, je te demande, est-ce que aussi tu préférais avoir un petit peu des épisodes plus simples, etc. Et souvent, les gens disent, ouais, je veux bien. Ouais, ouais. C'est un peu quelque chose qui vient à côté du boulot de chef animateur. Mais enfin, c'est pas, on va dire, enfin, c'est pas quelque chose qu'on te demande de faire, quoi. C'est quelque chose qu'il vaut mieux faire pour garder un petit peu le moral Mm. et les gens un peu contents, quoi, parce qu'on est là aussi Ouais. pour essayer de s'amuser et de prendre plaisir, même si c'est un travail aussi. Mais ouais, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en production, quoi. Je m'attendais pas à quel point il fallait gérer justement aussi Ouais. ce genre d'aspect. Et voilà, quoi, gérer la fatigue, notamment la fatigue sur la durée, c'est un point assez important. Et sur une partie, t'as évoqué le fait que, bah voilà, si tu connais pas les gens, t'as le temps de les appréhender et tout, et ensuite, si tu les connais, c'est mieux. Est-ce que les équipes sont restées relativement les mêmes sur les 3 saisons? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements dans les personnes qui travaillaient ou pas? Alors, la saison 1 entre la saison 1 et la saison 2, il s'est passé, je crois, quasiment 2 ans. Ouais, Donc, on avait peut-être deux, trois, ouais, peut-être un peu plus, on va dire quatre, cinq personnes qui avaient déjà animé sur la saison 1, qui étaient aussi sur la saison 2. ok, Mais la saison 2 et la saison 3, elles ont été faites dans la foulée. Donc là, on avait quasiment les mêmes équipes au début et à la fin. Après, ça arrive souvent sur des prods qui sont longues parce que là, en soi, pour une saison, c'était, je crois, 4-5 mois. Mais si on collait les deux saisons, ça faisait quasiment 10 mois de prod, donc c'est plutôt long. Donc ça arrive souvent que les gens partent avant la fin et que d'autres personnes arrivent au ouais, milieu de la prod, etc. Mais ouais, là, pour la saison 2 et 3, on avait quasiment les mêmes équipes du début jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que ok, c'est plus facile à gérer, quoi, parce que tu finis par mieux connaître les gens, et, ouais. tu finis par comprendre comment chaque personne fonctionne, et, la sensibilité des gens, etc.
est-ce qu'il y a des choses qui ont justement entre la saison 1 et les saisons d'après, des, soit des choses au niveau technique ou au niveau toi comment tu gérais ton travail et tout ça, qui ont pu être améliorées quelque part? Dans le sens où tu as déjà fait la saison 1 et ensuite les choses coulaient un peu mieux d'une certaine façon parce que tu as appris telle ou telle chose. Bah, alors moi sur la saison 1, j'avais pas d'assistant Oui, et c'était ma première expérience vraiment en tant que chef animateur. Et du coup, il y avait des fois où j'avais un peu l'impression de crouler sous le travail, quoi. ouais, J'avais pas mal de gens à gérer et c'est vrai qu'il y a des fois où il fallait à la fois garder un rythme de croisière assez intense et en même temps, j'avais parfois un peu de mal à faire des retours aux mm, gens pour qu'ils comprennent un peu leurs erreurs et qu'ils fassent leur retake et tout. Et en fait, on est arrivé à un point sur la saison 1 où où j'étais obligé de faire toutes les retakes d'animation. Donc, je faisais pas les retakes posing des animateurs et des animatrices, mais je faisais vraiment toutes les retakes animation ouais, parce que ça prenait plus de temps d'expliquer aux gens la retake, la nature de la retake, attendre qu'ils la fassent et vérifier qu'elle a bien été faite, que je le fasse directement moi-même. Mais c'est vrai que c'est pas, en fait, c'est vraiment, on va dire, c'est pas que c'est pas une bonne idée parce que c'était vraiment la seule solution qu'on avait là sur le moment parce que on avait pas le choix, il fallait qu'on avance et tout. Mais c'est vrai que sur une longue durée, il vaut mieux que les gens apprennent de leurs erreurs et qu'ils voient un petit peu leur retake anime, leur retake, etc., ouais, posing, et qu'ils en tirent un petit peu des conclusions, des conséquences pour, pour que justement on voit ce genre d'erreur de moins en moins, quoi. La saison 2, j'ai eu un assistant chef animateur, donc Mathieu Richard. Et le but, enfin le projet d'avoir un assistant, c'était que justement, on n'ait plus à faire les retakes d'animation à la place des animateurs et des animatrices. Mais on s'est retrouvé dans une situation où en fait, une partie de la production a été comment pas délocalisée, mais ils ont fait appel à un prestataire, donc Caribara ici. Et où, ouais, du coup, ça nous a rajouté une charge de travail en termes de préparation de plan et de check, d'animation et tout. Et en fait, on s'est retrouvé dans une situation où on était obligé de faire les retakes anime aussi pour les gens ok, de Folimage et les gens d'Annecy, non, ils faisaient leur retake anime, il me semble. Mais du coup, on faisait, en fait, comme on a dû condenser la production parce que on devait la livrer avant une certaine date, donc ils ont fait appel à ce studio pour aller plus vite. Mais mhm, du coup, ça veut dire que nous, la quantité de travail, elle est oui, aussi augmentée sur une plus courte durée. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une situation où on s'est dit, bah, on va être obligé de faire comme la saison 1. On va devoir refaire ouais, les retakes des gens. Et c'est vrai que c'est un retour qu'on a eu pas mal à la fin de la prod, hein, de la part des animateurs, des animatrices. Ils trouvaient que c'était dommage de pas avoir ce retour-là sur mm, leur plan et de parfois pas savoir ce qu'ils avaient bien fait, mal fait. Et du coup, ouais, c'est un peu le truc que j'aurais à regretter un petit peu ouais, de, de ce genre de situation. Mais c'est vrai que, comme je disais, c'est pas la meilleure des situations, mais c'est souvent la moins pire qu'on prend, quoi. On essaie de prendre la décision la moins pire. Et parfois, c'est quelque chose qui est pas toujours agréable pour tout le monde, mais mm, comme on a comme on a des contraintes de temps, de planning et aussi d'argent, oui. on fait ce genre de choses, quoi. Donc Donc, ça veut dire que c'était vraiment une question de, il y a trop de monde géré par pas assez de monde. Parce que vous étiez ouais, c'est deux ça, pour trop de gens, quoi. c'est ça. Et du coup, alors j'essaie quand même de donner un petit peu des retours très très succincts sur les épisodes. J'essaie de dire ah bah là, ça ferait vraiment un super épisode, mais c'est vrai que c'est pas la même chose que d'avoir plan par plan les retours détaillés savoir ah bah tiens bah tu vois sur ce plan-là Oui, tu t'es un petit peu, enfin, ça manque un petit peu d'easy, un petit peu d'easy out ici, là, les lignes qui sont pas bons, comme ça et tout. Et, donc voilà, mais ouais, ouais,
c'est dur parfois. Ouais, ouais, et justement, par rapport à l'organisation et la gestion de tout ça, comment est-ce que ça marche J'imagine que là, à Full Image, ben, tout le monde est sur place et ça se passe en direct. Est-ce qu'avec Annecy, bah, c'était surtout visio ou mail et tout ça? Comment tu gères ce truc-là? Annecy, il y a eu beaucoup d'animateurs et d'animatrices qui ont travaillé sur la série, mais en fait, ils ont fait tourner un peu leurs équipes. Donc, de temps en temps, certaines personnes ont fait que un ou deux épisodes Ouais. sur les 24 ou 25 qu'ils avaient fait. Et, euh, et ils avaient un fonctionnement complètement différent de Full Image. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu une chef animatrice là-bas sur place, avec qui j'ai beaucoup discuté, beaucoup interagi, qui s'appelait Ali Park. Et du coup, elle s'occupait un petit peu de diriger un petit peu l'animation, mais aussi de prendre un petit peu les choix en termes d'étapes et de production, etc. Donc, elle a, elle a très bien géré ça. Et c'était plus une question en amont de préparer vraiment les épisodes, de préparer vraiment les plans. Et du coup, comme c'était moi qui étais en direct, en discussion directe avec elle, c'était moi qui devais expliquer les intentions des réalisateurs. Donc, c'est-à-dire que moi, Hmm. je faisais le brief avec Mathias. Ensuite, je retranscrivais le brief à Ali, qui, elle, la retranscrivait aux Ouais. animateurs et animatrices, quoi. Eux, ils pouvaient difficilement me poser des questions régulièrement. Et comme moi, je pouvais pas forcément mimer devant les animateurs et les animatrices, j'étais très souvent obligé un peu d'envoyer des petits croquis ou être Hmm. beaucoup plus détaillé sur le type d'intention ou même les types de références d'animation, etc. Donc c'était une plus grosse charge de travail dans ce sens-là, quoi. Après, c'est vrai que pour le Tchèque, bon, on a été assez surpris de la qualité qu'ils ont renvoyée parce que c'était franchement très très bien, très très bon. On s'est retrouvé avec finalement assez peu de retake assez vite et Ouais. on était assez satisfait des épisodes. Et au niveau, disons plus gestion du travail et vie perso, est-ce qu'il y a des trucs où parfois il y a trop à faire? Est-ce que t'arrives à bien faire la coupure entre je suis au travail, je fais ça et je fais pas ça en dehors, tu vois? Est-ce que ce genre de choses-là, c'est une difficulté des fois ou ça va? Après, comme c'est un type de poste qui nécessite que tout le monde soit là pour faire son travail, quand je suis hors du studio, je peux techniquement pas travailler, quoi. Ouais. Euh, c'est vrai que cette cassure, par exemple, je l'ai peut-être un petit peu moins quand je travaille à distance en tant qu'animateur, parce que du coup, là, je suis chez moi, je gère moi-même mon planning, et en plus, je peux juste avancer sur mes plans jusqu'à ce qu'ils soient tous faits. Donc, ça m'est arrivé de faire des beaucoup plus grosses journées en tant qu'animateur en travaillant à la maison que en tant que chef animateur. Ouais. Du coup, la cassure à la maison, c'est pas trop dur. Après, ce qui est dur, c'est qu'au bout d'un moment, t'as la tête en bouillie, quoi. Tu n'arrives plus à penser à rien. Donc c'est vrai que c'était généralement des journées où j'étais juste posé sur le canapé en regardant le plafond parce que j'avais trop de choses qui tournaient en tête. Et c'est vrai que parfois, quand on réfléchit un peu trop, notamment quand tu es dans ton lit la nuit, il est 2 heures du mat, tu es en train de dire, oula, il faut pas que j'oublie de dire ça. Et puis après, tu commences à lancer la machine, tu penses à toutes les Ouais. choses qu'il faut que tu fasses, toutes les choses qu'il faut que tu gères. Il y a eu quelques nuits comme ça où je me retrouve à regarder le réveil jusqu'à 6h, 6h30. Et, Hmm. ouais, c'est parfois un petit peu, c'est mentalement engageant, on va dire. C'est pas Ouais. forcément techniquement compliqué. D'ailleurs, c'est un point que j'ai pas vraiment dit. C'est vrai un chef ou une chef animateur, animatrice, c'est pas forcément le meilleur technicien de l'équipe. On prend pas quelqu'un parce qu'il est super fort et que Hmm. il fait des super plans. On le prend parce que il sait gérer un petit peu les plannings, il sait gérer les équipes, il sait communiquer et il sait regarder surtout les erreurs des autres. C'est ça qu'on me demande surtout, c'est de voir un petit peu, d'avoir on va dire un niveau technique suffisant pour pouvoir voir quand est-ce qu'il y a des erreurs et comment les corriger, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que d'un point de vue technique, c'est pas un boulot éreintant parce que ça me demande pas ça me demande pas de progresser en animation, ça me demande pas de réfléchir à l'animation, mais en revanche, ça va pas un boulot, on va dire un petit peu émotionnellement et mentalement engageant. Ça demande beaucoup de trouver de solutions et de gestion, quoi. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu en flux tendu.
Parce que comme les équipes, elles sont souvent un petit peu en escalier, c'est-à-dire qu'une équipe va commencer d'abord le posing, une équipe une semaine après commence le posing d'un épisode. C'est-à-dire que il va falloir d'abord checker le posing de cet épisode-là et après checker le posing de l'autre épisode. Mais ça veut dire que une fois que eux ils ont leur posing checké, il faut Oui, qu'ils aient un travail derrière. Donc souvent il faut qu'ils aient un deuxième épisode pour faire le posing aussi et lancer le posing. Et du coup, il faut se souvenir à quel épisode on en est et à quelle étape on en est et quelle équipe va finir à quel moment pour que tout le monde ait tout le temps du travail, quoi. Il ne faut pas se retrouver dans une oui, situation où il y a une équipe qui arrive, qui vient me voir, qui me dit on a fini notre animation et où j'ai aucun épisode de briefé à leur donner et où je suis là, mince, je vais être obligé de vous laisser 2 heures le temps de faire le brief. Je peux rien oui. vous donner. Donc, pas ce genre de situation, c'est pas possible de mettre les gens au chômage comme ça ou sans travail au studio. Du coup, c'est vraiment ça, d'être toujours, de toujours anticiper, quoi, toujours anticiper et les retards et aussi parfois les avancées, quoi, de toujours Oui. vérifier si les gens avancent plus vite que prévu, de se dire, bah tiens, dans cette équipe-là, il va falloir que je fasse vite un brief parce qu'ils vont bientôt finir l'animation et il faut que j'ai quelque chose à leur donner, quoi. Après, de temps en temps, quand on n'a plus rien, on trouve des solutions. Je peux mettre, par exemple, une équipe qui a fini en avance sur l'épisode d'une équipe qui est déjà un petit peu en retard, par exemple. Je peux essayer de moduler un petit peu les équipes, ce genre de choses. Ça se fait beaucoup. Mais c'est vrai que dans l'idéal, normalement, c'est censé couler, quoi. C'est censé avancer tout seul. Et justement, comment est-ce que c'est organisé tout ça? Est-ce que tu as des outils en particulier, que ce soit des outils, un logiciel, une app ou un truc comme ça pour gérer tout ça? Et Euh, comment tu divises tout en fait, et comment tu tiens compte de toutes les tâches qui sont faites? J'imagine qu'il y a un outil de gestion de prod, forcément, mais on je sais pas si travaille tu peux le dire un peu. beaucoup, ouais, on travaille beaucoup sur Google Doc et Producer Ok. pour gérer un petit peu tout ce qui est planning, etc. Donc Après, producer, c'est moi, la c'est vrai partie pipeline de Toon Boom, c'est bien ça? de Toon Boom, Ok. exactement, c'est ça. Producer et Google Doc, moi, c'est un petit peu les outils que j'avais constamment ouverts sous les yeux. Producer, c'est vraiment la partie un petit peu tout ce qui est les plans des équipes, l'avancée selon les plans, est-ce qu'ils sont en working progress ou est-ce que ils ont déjà fini ce type de plan, est-ce que je peux commencer à checker un petit peu les plans et noter les notes et tout ça. Et comme ça, après, les animateurs et les animatrices, dans leur producteur à eux, ils voient que tel plan, il y a eu une note qui a été rajoutée pour des retakes ou tel type de plan je peux leur laisser aussi des petites indications, etc., en Oui. plus du brief que je fais avec eux. Donc ça, c'est assez pratique. Et le Google Doc, c'est plus la partie un peu planning, donc voir à quel moment telle équipe a commencé l'épisode, et à quel moment il est censé finir le posing, et à quel moment il est censé finir la ligne. Donc, Oui. et quand est-ce qu'on a dépassé, quand est-ce qu'on n'a pas dépassé. Donc ça, c'est quelque chose qui est généralement plutôt géré par le chargé de prod, ou la chargée de prod. Mhm. Mais c'est quelque chose que je suis obligé de consulter aussi tous les jours pour voir, pour avoir une vision un petit peu et un regard global sur les avancées. Et aussi, bah, je prenais pas mal de notes, quoi. Je me mettais des dates, tel jour, telle équipe a commencé, donc prévoir tel truc, etc. Et comme ça aussi, ça me permettait de me souvenir, bah, tiens, eux, ils ont commencé depuis 2 jours, je vais commencer à voir où est-ce qu'ils en sont, pour Oui. voir s'ils ont bien avancé ou si au contraire, ils sont déjà un petit peu en retard. Et, euh, et voilà, essayer donc perpétuellement se maintenir un petit peu à jour sur l'avancée de toutes les équipes et trouver toujours c'est ça, c'est surtout trouver toujours des solutions si jamais il y a quelque chose qui coince. Oui. Et justement, s'il y a un truc qui est en retard, une partie qui avance pas assez vite et tout, comment tu gères la situation? Parce que ça aussi, c'est un truc qui est pas évident à dire à quelqu'un, voilà, il y a du retard, c'est comme ça, sans non plus être dans l'autorité, tu vois. Enfin, il y a un truc, un équilibre à trouver, j'imagine, qui est pas évident. Alors moi généralement, enfin tel que je le présentais, je disais généralement, je vais vous envoyer Mathieu, bah, du coup, l'assistant chef anime, pour vous filer un petit coup de main. Et généralement, les gens ils sont pas contre un petit coup de main. Si je dis Oui, pas, vous êtes trop en retard, vous êtes trop lent. Et vous faites n'importe quoi, généralement les gens vont pas se braquer, quoi. Donc si je dis juste on va vous filer un coup de main, c'est plus facile hmm. à Ouais, accepter que faire passer, ouais. vous êtes des gros nazes. Après, tu dis jamais quoi. Ouais, ouais. Et, et du coup voilà, moi c'est ça,
va vous filer un petit coup de main, vous êtes un petit peu en retard. Et surtout, parfois, c'est toujours un petit peu compréhensible parce qu'il y a, comme la qualité des épisodes est parfois un peu différente, l'exigence, elle est un peu différente, etc. Et que les quotas sont les mêmes pour chaque épisode, bah, t'as des gens qui sont en retard, mais qui sont en retard parce que l'épisode, il est lourd, quoi. Il est Ouais. dur, il y a plus de personnages, où il y a plus d'animation, où il y a plus de plans, ce genre de choses. Et du coup, enfin, c'est rare que le retard des équipes soit dû vraiment aux équipes, quoi. Hmm. Ouais. Donc voilà, Oui, moi la c'est, sélection a été assez bien faite au début pour que tous ceux qui sont là, enfin toutes les personnes qui sont là ouais, soient bah assez compétentes. c'est vrai que très souvent, bah c'est ce qu'on voit au début, c'est que les juniors ont tendance à être toujours un tout petit peu en dessous des quotas, mais comme déjà moi c'est un truc que je dis chez chez les profils un peu juniors, c'est je préfère que tu sois un petit peu en dessous des quotas, mais que tu rentres quelque chose qui nécessite peu de retech Ouais. plutôt que tu te stresses et que tu essayes le plus possible d'être au quota et que tu rentres des choses qui vont nous prendre plus de temps à corriger derrière. Hmm. Donc voilà, quoi, et en vrai, je crois pas m'être retrouvé dans une situation où un animateur ou une animatrice ait jamais été au quota tout le long d'une prod. Enfin, je crois pas que ça soit arrivé. Ouais. Les gens finissent par trouver le rythme et avancer. Peut-être pour conclure un petit peu, est-ce que enfin, à quel point cette expérience-là de gestion d'équipe, de gestion de production comme ça t'a plu? Et est-ce que c'est un truc que tu veux refaire? Là, de ce que je comprends, tu fais plus de la supervision en ce moment, mais est-ce que c'est un truc que tu veux refaire par la suite? Oui, bah, de toute façon, alors moi, on me demande souvent, enfin, c'est vraiment le type d'offre que j'ai le plus souvent pour être soit lead ou soit chef animateur. Moi, ça, c'est vraiment un truc qui me plaît. Après, c'est vrai que c'est un truc un peu éreintant, donc j'essaie toujours un petit peu d'entrecouper Hmm. une prod où je suis chef de poste et une prod où je suis plus technicien et où je peux débrancher un peu mon cerveau entre guillemets. Enfin, tu Ouais. débranches jamais tout le cerveau, même quand tu es technicien, mais alors, c'est pas le même niveau d'intensité, de stress que quand tu es chef de Voilà, poste. t'as pas besoin de savoir Du ce que coup, tout le monde fait en même temps, quoi. C'est ouais, plus simple. voilà. Du coup, moi, j'essaye plutôt d'entrecouper, mais en soi, c'est aussi quelque chose de passionnant, quoi. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, c'est que quand je vois que je commence à fatiguer ou m'ennuyer dans l'un des types de postes, revenir à un autre, etc. Ouais. C'est vrai que je bifurque pas mal entre chef anime et animateur. Et du coup, t'es toujours sur de la 2D maintenant, ou est-ce que tu continues à faire un petit peu de 3D sur certains... Ah, j'ai pas touché à la 3D depuis les 8 mois Ouais. de généraliste 3D en sortant de l'école. J'ai vraiment après c'est vrai que à la base moi je suis rentré dans l'animation par le dessin et du coup je m'oriente même de plus en plus, je m'éloigne même un petit peu du cut-out et je m'oriente de plus en plus vers de la 2D tradi Ouais. pour retrouver un peu le plaisir de dessiner et tout ça, quoi. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et bah, je crois que la série d'ailleurs, elle est pas visible en ligne, peut-être? Si, si, normalement, il y a tous les épisodes des 3 saisons qui sont sur YouTube, il me semble. Il suffit de taper Les Cahiers d'Esther. Pour les autres séries où j'ai été lead, je sais qu'il y a les épisodes de Miru Miru en anglais sur YouTube, pas en Ouais. français, je sais pas pourquoi. Et Ariel, je crois pas qu'il soit sur Internet. En tout cas, la saison 2, je crois pas avoir vu d'épisode. Ok. Voilà. Bah, je mettrai des liens vers tout ça. Et puis, bah, merci Super. encore d'avoir partagé tout ça. Bah, merci beaucoup à toi.